Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 31 des temps forts de la recherche cette semaine. Comme à notre habitude, je vais vous développer 3 sujets qui sont parus cette semaine dans le journal Nature, publié par l'éditeur Springer Nature. Au programme cette semaine, nous allons aborder dans un premier temps la transformation des cellules d'éléphants d'Asie pour ressusciter le mammouth laineux. En effet, des équipes de recherche de l'entreprise Colossal Bioscience, située au Texas, ont annoncé récemment leur avancée dans la création d'éléphants d'Asie dotés des caractéristiques des mammouths laineux. Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé des cellules souches, plus particulièrement des pluripotentes induites, dites IPS. Avant de détailler plus en détail ce qu'est une IPS, il est nécessaire de rappeler quelques points en amont. Les cellules souches sont des cellules qui ont la possibilité de s'auto-renouveler. On obtient 2 cellules souches à partir d'une seule, mais elles sont aussi capables de se différencier en plusieurs types cellulaires ou non. Certaines peuvent reconstruire un organisme au complet, ainsi que des annexes nécessaires à son développement, le placenta, la vésicule ombilicale, etc., à partir d'une seule cellule souche dite totipotente. Celles qui nous intéressent sont les pluripotentes. Elles sont les cellules issues directement après différenciation des cellules souches totipotentes. Elles perdent la capacité de générer les annexes embryonnaires, mais sont encore capables de générer un individu complet. Ces cellules sont normalement disponibles lors des stades précoces de gestation, mais les chercheurs ont trouvé des moyens de contourner le problème. L'utilisation de cellules d'éléphants d'Asie, plus proches cousins du mammouth, avec une manipulation génétique de l'expression de ces cellules déjà différenciées, il est possible de pratiquer un retour en arrière chez ces cellules et de leur rendre leur capacité pluripotente. On appelle ces cellules des IPS et sont littéralement des cellules souches pluripotentes induites créées en laboratoire par bioingénierie. Ainsi, les chercheurs entrevoient avec l'utilisation de ces cellules la possibilité de créer des spermatozoïdes et des ovules à partir des IPS, chose qui a été faite avec un modèle murin, c'est-à-dire de souris. Le souci secondaire est que les chercheurs ne veulent pas risquer l'implantation des embryons dans des utérus d'éléphants d'Asie. Il ne faut pas oublier que les éléphants d'Asie sont également en danger d'extinction. Pour limiter la mise en danger des femelles chez une espèce déjà en danger, les équipes de recherche ont décidé d'adopter une approche in vitro, comme réalisé par l'équipe de recherche de l'hôpital des enfants de Philadelphie, où un utérus artificiel a été créé pour permettre la gestation d'un agneau in vitro. Avec la combinaison de toutes ces technologies nécessaires à la création de ces cellules, il est important de réaliser des tests en amont afin d'affirmer la faisabilité de ce projet. En ce qui concerne notre deuxième sujet de la semaine, donc le Brésil fait face à une augmentation des cas de dengue. Donc un triste record vient d'être passé au Brésil où une recrudescence des cas a été observée récemment. Depuis le début de l'année 2024, près de 214 personnes sont déjà mortes des suites de la maladie. Normalement, des pics d'infection de la dengue ont lieu plus tardivement vers mars et mai. Or, depuis le début de l'année 2024, l'épidémie est fortement présente au Brésil, ayant déjà dépassé le record des cas établis en 2023, selon les chiffres du ministère de la Santé brésilien. Alors, c'est quoi la dengue? La dengue est induite par une piqûre de moustique, de l'Aedes aegyptis, donc qui est proche du moustique tigre. Les symptômes surviennent de façon très brutale après 2 à 7 jours d'incubation. Les symptômes font fortement penser à une grippe, avec une forte fièvre et des maux de tête, accompagnés de nausées et de vomissements, de douleurs articulaires et musculaires, semblables à des courbatures, et à des éruptions cutanées, semblables à celles de la rougeole. Donc la dengue classique n'est pas considérée comme une maladie sévère, même si les symptômes sont très invalidants. Néanmoins, une forme bien plus sévère de la dengue a été étudiée, appelée dengue hémorragique, et qui touche à peu près 1% des cas. Donc pourquoi cette suractivité des moustiques en ce début d'année 2024? Alors il y a plusieurs facteurs qui ont déjà été identifiés par les chercheurs brésiliens. Donc dans un premier temps, le réchauffement climatique y est associé, avec l'arrivée de El Niño au milieu 2023, qui risque de durer normalement jusqu'à avril 2024 et qui participe fortement à la propagation de la maladie. Donc ce phénomène météorologique implique des précipitations et une forte température. Or, les moustiques ont besoin de ces 2 facteurs pour pouvoir naître et survivre. Un autre facteur entre en compte avec l'urbanisation des villes, qui fournit un environnement favorable aux moustiques. Le fait de stocker de l'eau pour les personnes n'ayant pas d'eau courante est commun au Brésil. Or, cette source d'eau est un milieu favorable aux moustiques, car il s'agit d'eau stagnante et propre. De plus, les chercheurs ont également observé la présence de larves d'Aedes aegyptis dans des eaux dites sales, telles que les flaques d'eau et les égouts, alors qu'il est communément admis que le moustique préfère des eaux propres. Dans un second temps, il y a aussi l'arrivée d'un vaccin conçu et commercialisé par Takeda, le Qdenga, qui permet de limiter l'apparition de la maladie, alors avec une efficacité générale de 61,2%, mais l'arrivée du vaccin ne fait pas tout, sa disponibilité est également très limitée, ce qui empêche une distribution massive dans les villes.
Malgré la campagne de vaccination qui a été lancée par l'État brésilien, seuls les enfants entre 10 et 11 ans peuvent le recevoir, et ce qui complique encore plus l'effet du vaccin sur l'épidémie est que seulement 10% des villes brésiliennes y ont accès. Sachant que pour avoir une immunité complète, il faut recevoir une deuxième dose dans les 3 mois. Néanmoins, d'autres entreprises cherchent à lutter contre l'épidémie, comme le programme mondial du moustique. Ce programme lutte contre la dengue également. Pour ce faire, donc ils ont cherché à diminuer le pouvoir infectieux des moustiques, donc tout simplement en essayant de limiter sa transmission à l'homme. Le fait d'infecter le moustique avec la bactérie Wolbachia limite la progression de la maladie dans les villes en limitant la transmission du virus du moustique à l'homme. De plus, dans certaines villes brésiliennes, des moustiques infectés à la Wolbachia ont été relâchés, ce qui a eu pour conséquence de diminuer le nombre de cas de dengue dans la ville. Donc malgré tous ces efforts, d'autres axes d'amélioration peuvent également limiter la diffusion de la maladie. Selon plusieurs chercheurs, il faut absolument régler le souci de l'assainissement qui, lorsqu'il est défaillant ou absent, favorise l'apparition de ces moustiques et d'autres maladies bien évidemment. Enfin, en ce qui concerne notre dernier sujet de la semaine, donc ChatGPT, ami ou ennemi. Donc ici nous allons parler du rejet de certains articles scientifiques, du fait que les éditeurs soupçonnent une écriture à l'aide du logiciel de l'IA ChatGPT. Beaucoup de chercheurs défendent l'utilisation de ce logiciel car pour la communauté scientifique, les outils ne corrompent pas la science, c'est ce que nous en faisons. Les outils comme ChatGPT sont aussi des outils utiles pour les personnes n'ayant pas un anglais suffisamment riche pour la rédaction d'articles. En effet, il est reconnu chez les scientifiques que l'expression écrite et l'histoire racontée dans les études ont un effet sur l'appréciation du travail par les pairs, par les personnes qui vont évaluer le travail. Mais, d'un côté, cet outil permet la rédaction d'articles facilement, avec une très bonne rédaction, ce qui est également la cause d'émergence de faux articles scientifiques, ce qui a toujours été le cas, mais ce qui est un peu plus le cas maintenant de par ces outils qui sont disponibles pour tout le monde. Ce sont eux que les éditeurs cherchent à rejeter, bien évidemment, et pour ce faire, ils utilisent également une IA qui va étudier l'article, le vocabulaire utilisé, afin de déterminer si celui-ci est un faux rédigé par ChatGPT ou non. Or, un article écrit avec ChatGPT n'est pas obligatoirement un faux sans fondement scientifique. Je m'explique. Il ne faut pas oublier que ces outils permettent une économie de temps et d'argent, ne serait-ce déjà que par le temps de relecture et de traduction. Et ces étapes peuvent ajouter un délai supplémentaire pour la soumission aux éditeurs et par conséquent retarder une publication majeure. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis donc à la semaine prochaine pour le numéro 32 des actualités scientifiques de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu ou si vous avez des remarques à me faire pour le prochain numéro. J'essaierai de vous tenir informé de la suite. Merci, à bientôt.